tu es critiqué, jugé, c'est juste souvent que tu reflètes la peur de la personne, quoi. C'est pas le travail que je rêve de faire, ce que je fais aujourd'hui, quoi. C'est quoi que tu rêves de faire? Il y a beaucoup de gens qui sont très égocentriques et qui n'ont jamais rien fait, qui s'économisent, je sais pas trop pourquoi. Ils ont peur de travailler, ils ont peur de faire plus d'heures, ils ont peur de tester des choses, ils ont peur de se tromper, ils ont peur de se planter, ils ont peur de tout et n'importe quoi, alors qu'en fait on n'a jamais été dans un monde aussi sécure. 90% des entrepreneurs sont moins bien payés que le top 10% des salariés, quoi. Quand tu délègues, c'est super simple. Tu commences en général par des prestataires, ensuite temps plein, tu cherches les talents et après derrière, en gros, tu te retrouves avec une super belle équipe et tu grandis et t'évolues. Ah, mais je suis payé que pour les décisions que je prends. C'est uniquement ça. Je prends une bonne décision, je suis payé. Je prends une mauvaise, je suis pas payé. C'est des trucs qui vendent que j'ai appris. C'est que vraiment, tu peux tout faire sur la terre. C'est dingue. J'appelle mon jet privé et je dis, je vais là-bas. Tu vois, et j'appelle 3 potes et je dis, préparez votre valise, on se casse, quoi. Je m'appelle Marvin Diaye et à l'âge de 20 ans, j'ai quitté mon job de cuisinier pour revendre des plats que je préparais dans la cuisine de ma maman. Et avec 1500 € de capital, j'ai monté Freshio, une entreprise qui est passée de 0 à plus de 10 millions de valorisation en moins de 3 ans. Comment tu vas, Marvin? Ça va et toi, Amine? Très très bien. Aujourd'hui, on va parler du travail. Un sujet qui t'intéresse? Un sujet que j'aime pas tout particulièrement. Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton travail? Alors moi, du coup, je suis entrepreneur dans le secteur de l'agroalimentaire. Je travaille du coup je suis entrepreneur de manière générale. Je travaille sur 2 verticales, enfin 3 avec l'immobilier. Mais essentiellement, du coup, tout ce qui est partie agroalimentaire, donc tout ce qui est construction en fait, de produits alimentaires qu'on distribue. Et alors derrière, en fait, on a donc toute la partie du coup fonds d'investissement et consulting où on accompagne en fait des boîtes dès 100 000 € à scaler. Comment tu es arrivé à faire ce travail? Hmm. Euh, En fait, du coup, moi j'ai commencé par cuisiner chez maman. Et tu sais, moi je vois tout comme un jeu. Et je me dis que, tu sais, comme dans Mario à l'époque quand je jouais sur Game Boy, bah, le but c'est d'arriver le plus vite possible au niveau d'après. Et je suis toujours en train de chercher le niveau d'après, le niveau d'après, le niveau d'après, le niveau d'après. Et en fait, je me suis retrouvé au final assez rapidement en faisant grandir ma première boîte, en essayant d'être toujours dans la bonne position, à me retrouver dans des situations de hauteur que j'ai beaucoup aimé parce que ça a été très challengeant intellectuellement. Et c'était ça le vrai challenge. Surtout que je n'étais pas du tout scolaire à la base. Et donc j'ai beaucoup aimé en fait ce format-là où en fait tu essaies toujours de trouver le niveau d'après, le niveau d'après, le niveau d'après. Et tu te rends compte à chaque fois que tu n'as rien compris et tu t'améliores. Et je pense que c'est ça qui est le plus stimulant en fait. Tu estimes que tu as trouvé le bon travail? Tu te sens bien dans ce que Alors, tu fais? j'estime que j'ai trouvé le bon travail. Non, c'est pas le travail que je voudrais faire. Par contre, c'est le travail que je dois faire actuellement avec mes connaissances, mes compétences et la personne que je suis aujourd'hui, quoi. Mais c'est pas le travail que je rêve de faire, ce que je fais aujourd'hui, quoi. C'est quoi que tu rêves de faire? Je sais pas. En fait, mon rêve, c'est genre d'être actionnaire dans une 50 boîtes, tu vois, à peu près. Je dirais idéalement même 52. Où j'ai un super bon rapport temps passé avec la partie privée, donc tout ce qui est famille, travail. Et en fait, j'ai un comité stratégique par semaine dans les différentes boîtes dans lesquelles j'ai investi. Et donc, je me déplace comme ça, à travers le monde, parce que je pourrais les avoir un peu partout, en train de régler des vraies problématiques et où il y a une vraie création de valeur. Et je pense que ça, ouais, c'est un truc qui me stimule bien. Tu penses que tu vas y arriver? Oui, il n'y a pas de raison, en fait. En fait, c'est juste une question de temps, quoi. Je veux dire, investir dans 52 boîtes, ça prend un peu de temps. Pour qu'elles soient efficaces, qu'elles soient bonnes, il va falloir en rater quelques-unes avant. Et en gros, derrière, ouais, je pense que clairement, c'est clairement à portée, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? Bah, de toute façon, c'est un plan d'action en plusieurs étapes. Tu sais, c'est comme quand tu deviens entrepreneur, ou comme quand tu deviens juste, enfin, quand tu rentres dans la partie active de la société. Euh, quand tu rentres dans le monde du travail, tu commences par étudiant, puis ensuite, tu passes peut-être manager d'étudiant. Après, derrière, en gros, tu deviens employé, puis tu deviens à plus petite échelle de l'échelle employé jusqu'à devenir chef. Puis après, tu te dis, bon, peut-être que je vais montrer ma boîte, et après, etc. Puis tu te dis, peut-être que je vais gérer ma boîte, peut-être que je vais racheter des boîtes. En fait, c'est juste étape par étape. Donc, je pense que le plan, il va être sur le fait de trouver à chaque fois le bon rôle, de le faire, de mettre son ego de côté, d'apprendre des nouvelles compétences et connaissances, et de surtout s'améliorer au quotidien par rapport, du coup, à toutes les tâches qu'il y a à faire. Tu sais, beaucoup de gens ce qui est très paradoxal, c'est qu'on pense que les entrepreneurs ou les gens qui ont accompli des choses un peu particulières sont les gens les plus égocentriques, tu vois. Genre, c'est ceux qui ont le plus d'ego et tout. Mais en fait, quand tu regardes bien, c'est ceux qui ont le moins d'ego. Parce que quand tu regardes, par exemple, pour prendre un cas, toujours bien le cas de Mathieu ou le mien, parce qu'en fait, extérieurement, on a l'air d'avoir beaucoup d'ego. Mais quand tu regardes que lui, coupait des cheveux dans un salon, et moi, je cuisine dans un garage, ben, il y a beaucoup de gens, ils se disent, j'ai trop d'ego pour faire ça. Genre, c'est pas ma place, genre, c'est pas mon truc et tout. Alors je me dis, mais en fait, c'est qui a le plus d'ego entre nous, contre ces gens-là qui se trouvent trop prétentieux pour en fait peut-être même être sur les réseaux,
faire des vidéos et communiquer, dire ah non, moi j'ai pas besoin de ça, moi je suis au-dessus de ça. Ou alors ceux qui le font et qui s'exposent au regard de tout le monde et qui prennent le risque donc d'être jugés. Et derrière, ce qui est paradoxal, c'est que souvent, quand tu es critiqué, jugé, bah, c'est juste souvent que tu reflètes la peur de la personne, quoi. Tu te dis, en fait, les personnes n'auraient juste pas le courage de faire ce que tu es en train de faire. Et du coup, elles extériorisent leur peur à travers du coup, des messages qui peuvent être cool ou moins cool pour certaines fois, quoi. Qu'est-ce que tu as à leur dire à ces personnes-là? Aux haters, T'as voilà. rien à leur dire. Voilà. Ça a été Ok. dit. Tu sais, il y a pas mal de jeunes qui ont du mal à trouver leur travail, leur voie. Toi, tu as aussi été un de ces jeunes à un moment donné où tu t'es cherché, bien évidemment. Quel conseil tu pourrais donner, par exemple, à tes petits frères qui un jour veulent trouver leur voie? Ce que je dis toujours à mes frères, c'est de faire un maximum de choses. Aujourd'hui, le vrai problème qu'on se retrouve, c'est qu'il y en a beaucoup de gens qui sont très égocentriques et qui n'ont jamais rien fait, qui s'économisent, on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont peur de travailler, ils ont peur de faire plus d'heures, ils ont peur de tester des choses, ils ont peur de se tromper, ils ont peur de se planter, ils ont peur de tout et n'importe quoi, alors qu'en fait, on n'a jamais été dans un monde aussi sécure pour qu'on revienne il y a encore quelques années. Tu vois, aujourd'hui, enfin, tu vois, tu trouves de la nourriture au supermarché, il y a quelques années, tu devais aller chasser. Tu vois, enfin, c'est pas du tout le même concept. Et je ne comprends pas en fait cette peur qui domine les gens comme ça de manière incessante. Peur de tout, de rien, de regard des autres. Tu as peur du regard de quelqu'un. Enfin, je veux dire, donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont assez incohérentes. Donc, ce que je pourrais donner comme conseil aux jeunes, c'est tester un maximum de choses. Regardez les gens qui vous inspirent, qui vous motivent. Parce que souvent, en gros, on a envie de faire comme ces gens-là. Alors, si tu aimes bien les acteurs, mais que tu n'as pas l'air très doué en théâtre, ou si tu aimes bien la danse et que tu n'es pas un bon danseur, bah, je pense que tu es en alignement avec tes prédispositions. Mais derrière, je pense qu'avec tes compétences, tes connaissances, il y a moyen de trouver souvent un chouette secteur dans lequel travailler. Et ensuite, tu regardes un peu les besoins, petits ou grands, soit des consommateurs, soit des sociétés, et tu établis un produit ou un service. Tu conseilles à tous les jeunes de devenir entrepreneurs? Pas du tout. En gros, je conseille aux gens qui ont envie de l'être d'être entrepreneur. Et moi, c'est mon créneau. Mais tu es musicien, c'est très bien. Tu es un super salarié, c'est très bien. Tu es un super athlète, c'est très bien. Ça dépend de ce que tu as envie de faire, en fait. Mais juste ce que tu dois faire, peu importe ta profession, c'est de le faire à fond et de le faire mieux que tout le monde. Parce que, comme je dis toujours, et j'aime bien le répéter, 90% des entrepreneurs sont moins bien payés que le top 10% des salariés, quoi. Et ça, c'est quand même un truc que je vois beaucoup d'entrepreneurs. En plus, des mecs qui savent même pas entreprendre, qui font n'importe quoi. Ils font du black, ils font plein de dingueries à but de biens sociaux, enfin bref, sur leur société. Et ils vont et ils parlent mal à leurs salariés. Ils se sentent au-dessus d'eux parce que soi-disant, ils ont pris un peu plus de risques. Enfin, toutes des règles en fait qui sont faites pour réduire un peu quelqu'un au qui tu as besoin pour faire une boîte, tu vois. Tu sais pas faire de boîte sans salarié, sans prestataire, sans personne qui vienne t'aider et te supporter, quoi. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc voilà. Tu arrives directement à voir qui est un bon et un mauvais entrepreneur? Non, parce que sinon je serais beaucoup plus riche. Euh, mais par contre, qui est un bon ou un mauvais humain, ça se remarque assez facilement. Je pense que je travaille plus sur l'humain que sur l'entrepreneur. Tu sais, l'entrepreneur, s'il a des bonnes prédispositions humaines, donc que ce soit de la résilience, de la discipline, de la motivation, le fait de pouvoir attirer un groupe, de créer un projet, etc., ça peut le faire. La partie technique, on a encore vu avec des grands entrepreneurs et des gens qui ont des super boîtes tech qui ne savent pas coder. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas lier la technicité avec du coup, la partie entrepreneuriale, mais souvent un bon ou un mauvais humain, ça se reconnaît assez facilement, quoi. Donc, je pense que c'est plus sur ça que tu dois miser que sur la technique, le produit ou le service, quoi. Et c'est quoi les qualités, par exemple, que toi, tu as eues, qui t'ont permis d'être déjà un bon humain et aussi un bon entrepreneur? Euh, Ces qualités, on ne sait jamais les dire, parce qu'en fait, techniquement, je peux plus te dire ce que je ne sais pas faire que ce que je sais faire. Mais je dirais que en soi, j'essaie d'être quand même beaucoup à l'écoute, beaucoup de remise en question, beaucoup d'évolution, beaucoup de travail sur soi, beaucoup également de travail, tout simplement, discipline, résilience. Euh, on a essayé d'être dans l'innovation également. Donc on a vraiment travaillé sur pas mal d'aspects. Je dis on parce que c'est peut-être la meilleure chose que je sais faire, c'est plutôt attirer des talents, attirer des équipes pour construire des projets autour des personnes et ensuite derrière construire des vraies missions d'entreprise et des mouvements. Donc je pense que c'est plus quelque chose dans ce style-là plutôt que de juste avoir moi spécialement un talent, une compétence parce que techniquement je suis pas très bon. Ça ne m'intéresse pas du tout d'être très bon et donc ça me va ainsi quoi.
Aujourd'hui, si je me trompe pas, tu travailles plus de la même manière qu'avant. Non. Tu sais m'expliquer un peu comment tu as dû travailler au départ et comment tu travailles maintenant et surtout comment tu es arrivé à ce changement, tu vois? Ok. Alors, si je peux du coup t'expliquer de la manière la plus simple sans être trop trop long. Quand j'ai commencé du coup Freshio, j'étais seul. Enfin, non, on était avec mes soeurs, on était deux. Lui avait un peu la partie marketing, vente. Et moi, j'avais toute la partie opérationnelle. Donc, tout ce qui était SAV, distribution, création de plats, création de recettes, distribution. Après, je faisais tout. Et en fait, j'ai délégué les tâches au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que je déléguais les tâches, c'était en fonction du coup de la valeur ajoutée que j'avais moi et du coup que ça allait me coûter. Quand tu délègues, c'est super simple. Tu commences en général par des prestataires, ensuite temps plein, ensuite tu cherches les talents. Et après, derrière, en gros, tu te retrouves avec une super belle équipe et tu grandis et tu évolues, quoi. Donc, en soi, c'est comme ça que ça s'est un peu passé pour moi sur la partie du coup Freshio. Et j'ai recruté de plus en plus d'équipes, de talents, de manière à pouvoir être totalement sorti de l'opérationnel et du day-to-day dans la structure. Euh, Quitte à avoir moins de salaire et moins de marge, parce que je rappelle quand même, pendant les premières années de Freshio, je me payais très très peu. J'avais le plus petit salaire de la boîte pendant les 3 premières années. Euh, et donc de là, en gros, j'ai pu commencer à créer une belle équipe, une grande équipe, et travailler différemment. Travailler différemment, c'est-à-dire être plus la vision de l'entreprise. Donc essayer de travailler sur les plus gros challenges de la boîte, que ça peut être l'acquisition de très gros clients, un pivotement au niveau du coût de la stratégie d'entreprise, un développement, la gestion de la trésorerie, malgré que j'ai un CFO qui peut gérer ça au quotidien, toutes les décisions stratégiques qui sont liées à l'entreprise et qui ne demandent pas de tâches opérationnelles récurrentes. Comme je dis régulièrement, j'ai très peu de fois où je me retrouve devant un PC pendant 5-6 heures, enfin c'est pas possible. Les fois où je suis autant de temps devant un PC, c'est pour enchaîner des réunions. Et encore, j'essaie de le faire en étant en voiture, en étant en sport, en étant dans des endroits un peu plus joviaux pour pouvoir que ça soit un peu plus dynamique, quoi. Donc, non, voilà, j'ai besoin que ça bouge, je suis hyper actif, donc j'ai besoin de faire des choses, quoi. Tu dois faire beaucoup de choix, hein, dans ton travail maintenant. Ah, mais je suis payé que pour les décisions que je prends. C'est uniquement ça. Je prends une bonne décision, je suis payé. Je prends une mauvaise, je suis pas payé. C'est beaucoup de stress, non? Ouais, mais je pense que dans mes prédispositions, je suis capable d'encaisser beaucoup de stress. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pensais pas autant, mais en fait, si, si. Je pense que je peux encaisser vraiment beaucoup. Et sans, tu sais, à des fois, où tu dois jouer un peu des apparences. Par exemple, tu vois, ce matin, j'étais en train de mourir sur mon vélo elliptique et je devais faire non, t'inquiète, ça va et tout. Là, j'étais en train de mourir. Mais en vrai, par rapport au stress, je suis vraiment assez détaché, quoi. En fait, c'est juste des problèmes. En général, 90% des problèmes d'une entreprise ou 90% des problèmes d'une entreprise, c'est de l'argent. En fait, l'argent, ça se trouve. Donc, ça se crée. Donc, quoi qu'il arrive, en gros, tu vas le régler ton problème. Après, si tu as un problème plus humain ou un problème perso ou des problèmes qui sont plus liés à des facteurs que tu ne maîtrises pas, bah, c'est plus compliqué à gérer, mais ce qui arrive plutôt rarement dans une boîte, quoi. Et donc, c'est plutôt facile. C'est quoi les décisions les plus compliquées que tu as eu à faire et, euh, et quelles répercussions elles ont eues? Les plus compliqués, je dirais que c'est les premières fois. C'est les premières fois que tu licencies, parce que tu te retrouves avec des éléments qui correspondent plus du tout à la vision de l'entreprise. Je pense que c'est ça la partie la plus compliquée, c'est d'aller voir quelqu'un et lui dire écoute, on arrête quoi. Alors, c'est fini, faut qu'on passe à autre chose. Mais maintenant, j'ai beaucoup moins de jeux en petit parce que je le fais plus. Mais surtout, je pense que ça a été ça les premières décisions et ça a été les plus importantes. Parce que quand tu te retrouves avec des gens qui sont désalignés par rapport à ta vision d'entreprise, ta manière de faire, ta manière de dire, que tu as une boule au ventre d'aller au boulot alors que tu bosses avec ces gens-là, avec des gens qui travaillent avec toi sur la mission et que c'est toi qui les as choisis, bah, je me dis, purée, bah, c'est dommage, quoi. Du coup, je préfère arrêter, quoi. C'est comme, je sais pas, tu construis une relation avec ta femme ou ton copain et tous les soirs, t'as pas envie de rentrer chez toi. Bah, je pense qu'il est temps de changer, quoi. Et donc, c'est comme ça un peu que j'appréhende aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, je ne le fais plus comme ça. Aujourd'hui, bah, voilà, on fait du suivi, on regarde un peu les performances, bah, la mission, l'humain, tout ce qui va autour. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il fallait absolument être le plus efficace possible parce qu'on avait très peu de moyens, quoi. Tu as pris une décision, bah, ça fait quand même plusieurs mois déjà que tu es sur un gros travail qui peut-être change ta vie. Tu as repris une nouvelle boîte. On l'a vu dans un de tes podcasts, dans un de tes vlogs aussi. Ouais. C'est vrai qu'actuellement, enfin, on a finalisé du coup une acquisition d'une société qui était ouais, la plus grosse acquisition que j'ai faite, pas en volume d'argent, parce que j'ai quand même fait des beaux achats IMO, mais en termes de retour sur investissement par rapport à l'actif acheté. C'est surtout aussi une boîte où enfin,
C'est un secteur que je connais, un secteur que j'apprécie tout particulièrement. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est ma première reprise et c'est un peu la stratégie de développement que j'ai envie d'utiliser pour les prochaines années. Le fait d'acquérir du coup des actifs que quelqu'un a créés au même titre qu'une maison, mais que ça se passe sous format de société, de pouvoir le développer, de pouvoir grandir et de pouvoir ensemble créer vraiment un beau groupe avec des valeurs communes, des belles équipes et vraiment tourner un chouette projet. J'avoue, c'est quelque chose qui me botte bien, d'apporter un certain seuil d'innovation dans les boîtes, mais de plus devoir réinventer un business model. Parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui sont élus pour faire ce genre de choses et je ne pense pas du tout faire partie de cette catégorie d'élus. Et donc, ouais, franchement, la reprise d'entreprise, c'est quelque chose qui me botte bien pour le moment. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, je m'éduque beaucoup et sur lequel, bah oui, j'ai eu l'occasion aussi de finaliser ma première transaction à quelques millions d'euros et qui a eu une belle issue, quoi. Donc, je suis très content. C'est quoi Marvin content? Parce que tu Ah, vois, là, on dirait pas que t'es content. non, mais c'est vrai, mais tu vois, maintenant, l'énergie est redescendue. Marvin Content, c'était genre la vidéo dans le vlog. L'extrait. Si vous voulez voir Marvin Content, il faut aller voir dans le vlog et tout. Ouais, j'étais content. Le moment où ça a signé, c'était content parce que c'était libératoire et en même temps, c'était une belle, euh, une belle transaction. Donc, ça fait toujours plaisir. T'es pas quelqu'un d'émotionnel. Pas spécialement. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais plus eu le sentiment de joie comme j'ai eu là. Parce qu'en fait, je pense que c'est plus que l'argent. Je pense que c'est pour ça que, en gros, c'était le fait de se dire, j'ai clôturé ce truc qui m'a pris 9 mois. 9 mois, c'est long pour un deal. 9 mois, c'est énorme. 9 mois, c'est une année scolaire. Tu vois, j'ai clôturé ce truc. Et je l'ai clôturé correctement et c'est encore mieux fini. Je pense que peu importe le montant qu'il y aurait eu, je pense que j'aurais été content comme ça parce que je voulais juste que ça se termine. Les surprises qui sont arrivées par la suite, elles étaient encore plus positives, mais c'était juste, je voulais que ça se termine, quoi. Et je voulais arriver à la fin de ma transaction parce que ça représentait beaucoup de choses. Ça représentait la croissance de mon année 2024. Ça représentait aussi, du coup, pour moi, un nouveau modèle, si ça se passait bien. Ça représentait énormément de choses et du coup, j'avais besoin que cette transaction se termine bien, que les choses que j'ai comprises, j'ai l'impression de les avoir compris correctement et de ne pas m'être trompé depuis 9 mois sur quelque chose, quoi. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu. Surtout que ça représentait, ouais, ça représentait vraiment beaucoup cette transaction, donc c'est pour ça que je suis très content. Je pense qu'en dehors de l'aspect financier, parce que fondamentalement, bah, comme tu le vois, ma vie n'a pas vraiment changé depuis encore une fois, donc ça n'a pas changé, mais c'est vraiment le fait de se dire, ok, j'ai appris un nouveau levier, je le maîtrise plus ou moins sur des petits volumes. Maintenant, j'ai envie d'aller au levier d'après. C'est comme si tu as réussi en fait à battre un boss, quoi. Un boss final, c'est que ça fait, tu recommences, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Tu l'as enfin battu, quoi. Tu vois, et ça, il y a un moment de joie quand tu bats Bowser dans Mario. Et donc voilà, c'était un peu ça, quoi. Tu vois ton parcours entrepreneurial comme un jeu vidéo? Toi qui es un grand fan des jeux vidéo. Ah, mais je suis un- un très 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 grand fan des jeux vidéo. Oui, je pense bien que c'est pareil. C'est là que tu vois le paradoxe avec le fait que tout s'apprend, tout s'instruit, tu peux tout faire. En fait, c'est vraiment dingue. Tu sais, c'est le truc qui est vraiment le plus fou que j'ai appris. C'est que vraiment, tu peux tout faire sur la Terre, quoi. Genre, des gens, ils peuvent tout faire. C'est dingue. Mais c'est dingue. Mais quand tu comprends réellement ça et quand tu le vis, c'est pas pareil que quand tu le dis. Et quand tu te rends compte que vraiment tout est à portée, que tu peux tout faire. Comme je dis toujours, ça c'est l'exemple que je prends toujours, toujours. C'est un jour, genre à force de le radoter, euh, je, enfin, genre, je vais dire, mais il est chiant à raconter toujours ça. Mais il existe un monde où là, tu vois, dans genre, je sais pas, 1 heure, j'appelle mon jet privé et je dis, je vais là-bas. Tu vois, et j'appelle 3 potes et je dis, préparez votre valise, on se casse, quoi. Et ce monde-là, pour moi, c'est synonyme tellement de liberté maximum que ça, c'est un truc qui m'inspire et que je souhaite vraiment aller, quoi. Donc, voilà. Mais en étant toujours aussi à l'aise financièrement que maintenant. Donc, je suis pas encore à ce niveau-là, au niveau d'avoir un jet, mais c'est vrai que ça serait vraiment, vraiment cool, quoi. Tu vas le piloter le jet? Franchement, je sais pas si j'aurais le courage de piloter mon avion. Je suis quand même vachement peureux, hein. L'air, j'aime pas ça du tout. J'aime pas l'avion, j'aime pas le concept en fait. Mais vu que j'adore la liberté, bah, c'est des trucs qui sont en conflit, quoi. Donc, voilà. Et rouler, machin, etc., ça me saoule. Je veux plus, quoi. Je préfère rester chez moi. Je veux que ça soit rapide, quoi. T'as pas l'air d'être quelqu'un de peureux. Ah, les avions, j'ai les mains moites, rien que d'y penser, quoi. Ça me fait peur, quoi. C'est horrible, les trous d'air, les machins, les trucs. Waouh. En plus, là, pour moi, Boeing, ils sont chauds. Et en plus, vu que TikTok il sait que j'ai peur, il arrête pas de m'envoyer des trucs de peur. Laisse tomber. Ah, il a perdu l'avion, il a oublié de décoller, il a perdu une roue. C'est une dinguerie.
Tu m'as dit, c'était quoi la décision la plus compliquée que tu as dû prendre, enfin les plus compliquées. Euh, Moi ici, ce qui m'intéresse, c'est les échecs que tu as eus dans ton travail. Hmm. Mais imaginons le plus gros ou les plus gros. Et surtout, qu'est-ce que tu as appris de ces échecs-là? Je pense que le plus gros échec que j'ai fait jusqu'à présent, j'en ai eu plein. Le plus gros, c'est peut-être la première des associations avec mon frère. Donc ça qui était plus compliqué sur l'aspect humain, sur l'aspect pro. Parce que sur l'aspect pro, parce que c'est une personne clé, et dans ma partie humaine, pareil. Je pense que ça a été mon plus gros échec, parce que très mauvaise gestion, mais on revient à 5 ans en arrière. Donc en termes d'expérience, on était vraiment proche de nul ou de zéro. Donc ouais, ça a été un peu le premier gros échec. Ensuite, j'ai eu un parcours entrepreneurial pas si exceptionnel que ça. Donc en gros, j'ai pas vraiment d'échec particulier à partager. Des petits trucs, des mauvais recrutements, des erreurs de prod, enfin, des trucs basiques que tout le monde connaît dans son business, mais pas de gifle international, quoi. Vraiment, mauvais consultants, enfin, plein de mauvais personnes qu'on a rencontrées sur le chemin. Mais tu sais, malheureusement, c'est toujours comme ça. Au début, tu dois toujours rencontrer des mauvaises personnes pour accéder aux bonnes. Ça fait partie du jeu. Tu peux nous parler plus en détail de ce gros échec avec ton frère? Bien sûr. Bah, du coup, pour revenir sur l'histoire, on est en 2018. Ouais, je crois que c'est 2018 même. On est en 2018 et donc on déménage avec mon frère à Bruxelles. On habite dans les bureaux et on vit dans les bureaux. Et on construit du coup la société Fréchot, on avance, on développe. Et puis on se retrouve désalignés par rapport aux intérêts de chacun, où lui avait plus envie de kiffer, moi j'avais plus envie de travailler, de développer. Et donc on s'est retrouvé dans une situation où donc on avait, euh, on avait donc deux visions totalement différentes de la vie qu'on voulait avoir dans cette période-là de notre vie. Et moi je voulais travailler, lui voulait s'amuser. Et on a toujours dit en fait que dans le fond, j'avais raison, dans la forme, c'est lui qui avait raison, ou bah, j'ai pas fait les choses correctement dans la forme, et donc ça a fini par plusieurs mois de non-contact tout simplement. Et puis on a eu un problème personnel commun qui fait qu'on a dû être obligé de se reparler, et donc après on a pu mettre les choses au clair et avancer, quoi. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Que c'est important de communiquer avec la personne avec qui tu es en train de créer quelque chose et de être parfaitement aligné sur la vision de ce que vous êtes en train de faire. Que ce soit ton partenaire de vie, que ce soit ton associé, que ce soit ton salarié, que ce soit ton client, ton fournisseur, ton investisseur. La communication est clé et règle la majorité des problèmes. C'est comme ça que tu travailles maintenant avec toutes tes équipes? J'essaie de communiquer un maximum, ouais. C'est plus simple. Comment tu fais, par exemple, pour encourager et motiver tes équipes au jour le jour à compléter la mission de l'entreprise? Déjà, j'arrive toujours de bonne humeur, moi j'essaye. Donc ça, c'est déjà hyper important. Ensuite, derrière, ben, en soi, une fois qu'on établit le plan et qu'on déroule le plan, si ce n'est s'ils ils ont des embûches lors du déroulement du plan, il n'y a pas vraiment besoin de les motiver. Il y a des échanges évidemment quotidiens, hebdomadaires, mensuels en fonction du besoin de la personne. Mais c'est vrai que sinon, on essaye d'être vraiment constamment à l'écoute et surtout d'être dans cette culture où s'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-le directement. Comme ça, tu nourris pas un cancer. Et derrière, ça permet donc euh, ouais, je dirais d'éteindre la maladie le plus vite possible. Et comment tu fais pour gérer la concurrence qu'il y a dans ton domaine, dans ton secteur? Bah, ce qu'il y a de bien ou moins bien, c'est que beaucoup d'acteurs n'ont pas réussi en fait à survivre au business model de Freshio, qui est quand même un business model très compliqué, étant donné qu'on est sur de la livraison, de la production de repas qui sont vendus pas super cher, avec des produits qui sont quand même assez qualitatifs. Et du coup, c'est un business de centimes et il faut pouvoir gérer cette marge et cette boîte correctement. Et c'est vrai que du coup, il y a très peu, voire pas de concurrence à Freshio en direct, en tout cas en Belgique. C'est comme ça que tu as fait pour la gérer. Tu as Bah, fait qu'il n'y en a plus. bah, non, mais c'est juste qu'en fait, ils sont tombés tout seuls, quoi. La majorité sont tombés tout seuls. J'ai rien fait de spécial, quoi. Et pourquoi toi, t'es pas tombé? Bah, on avait une communication qui est quand même vachement plus forte en termes de presse.
On a également du coup une partie production où là c'est plus moi ma zone de travail et où la plupart des gens qui ont monté ces projets-là, c'est pas des cuisiniers, c'est des financiers. Et, euh, et donc derrière, bah, en fait j'ai une compréhension des process de production qui à mon avis était un peu plus rapide qu'eux. Et derrière on a pu produire pour des prix qui sont totalement normaux. Et ça nous a permis du coup de dégager aussi bien du bénéfice que derrière de nous augmenter notre longévité de vie sur le marché, quoi. Comment tu vois le futur, l'avenir du travail dans ton secteur d'activité, dans ton industrie? Alors, ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mécanisées, robotisées pour la partie, on va dire, euh, production. Et pareil pour en fait les bureaux avec l'IA. Donc, je pense que ceux qui ne voudront pas évoluer, s'adapter aux nouvelles tendances vont mourir. Je ne pense pas que l'IA ou la robotisation va remplacer les travails de chacun. Je pense simplement, par contre, que ça va les aider à s'améliorer, pouvoir aller plus vite, un peu comme une balance te permet de peser plus rapidement. Il va falloir apprendre à utiliser ces nouveaux outils. Je pense que les gens vont être formés. Je pense que les gens, ça va aussi leur permettre de, pour tous les métiers manuels, c'est d'être en meilleure santé, donc pas de dégâts au niveau du dos, moins de dégâts au niveau des jambes, enfin bref, qu'ils puissent économiser un peu plus, être plus confortable. Et je pense qu'au niveau des entreprises, ça va être plus rentable également pour donc la partie donc production, quoi. Production aussi bien de contenu euh, que de produits outils. Merci Marvin. Merci à toi, Amine.